Je vous ai demandé de me poser des questions pour que je puisse y répondre. C'est un épisode complet qui va couvrir plein de sujets différents. Et j'attaque tout de suite parce que la première question qui me vient à l'esprit que j'ai sélectionnée, c'est... Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Aujourd'hui, je réponds à vos questions. Je vous ai sollicité sur le groupe privé de Patreon, mais aussi sur le groupe privé d'Instagram qui s'appelle The Crew. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à y aller parce que je peux un peu plus discuter avec vous sur Instagram. Donc, je vous ai demandé de me poser des questions pour que je puisse y répondre. C'est un épisode complet qui va couvrir plein de sujets différents. Et j'attaque tout de suite parce que la première question qui me vient à l'esprit que j'ai sélectionnée, c'est la naissance à la maison. Pourquoi, comment ? J'ai accouché à la maison de mes 2 dernières filles. La dernière, c'était il y a bientôt 3 ans. Ça passe tellement vite. Et la première, c'était en 2020, il y a 4 ans et demi quasiment. Et donc, j'avais fait ce choix en conscience de vouloir accoucher à la maison. Ça peut toujours paraître un petit peu fou. J'ai dédié 3 épisodes à ce sujet. Le 50, c'est vraiment celui où j'explique ma démarche. Je n'avais pas encore accouché à la maison, mais j'expliquais comment j'en étais venue à vouloir accoucher à la maison. Et ensuite, il y a 2 épisodes, si vous allez sur le site www.lamatrescence.fr, qui sont dédiés spécifiquement à vous raconter en long et en large mes 2 accouchements assez incroyables à la maison qui ont un peu transformé ma vie quand même, qui m'ont donné une puissance que je n'aurais pas soupçonnée. Il y a une certaine fierté quand on arrive à vivre un moment aussi intense. Pas parce qu'on est mieux que les autres, vraiment, je le dis, je ne veux pas faire culpabiliser celles qui ont accouché à l'hôpital, puisque vous êtes 99% de femmes à accoucher à l'hôpital. J'ai fait partie de celles qui accouchent à l'hôpital, mais vraiment, pour moi, ça a été un moment extraordinaire dans ma vie, l'accouchement à la maison, parce que je l'avais décidé, parce que je l'avais mis en place, parce que je suis allée au bout de ce projet et parce que il y a une fierté et, on va pas se mentir, des hormones qui ressortent de ces événements qui vous marquent à vie. Je crois qu'on peut toutes dire que à un certain degré, on se souvient très exactement de nos accouchements, qu'ils se soient bien passés ou non, qu'ils aient été traumatiques ou non, qu'on en retienne un mauvais souvenir ou un bon souvenir. Pourquoi l'accouchement à la maison ? C'est une très bonne question. J'ai eu un accouchement en structure hospitalière, en clinique privée même. J'adorais ma gynéco que vraiment je salue parce qu'elle était d'une douceur, d'une gentillesse incroyable. Par contre, c'était pas du tout les conditions physiologiques pour accoucher. J'ai eu les instruments, ça a mis 19 heures. La péridurale est arrivée au bout de 5-6 heures. J'ai cru que j'allais crever. Franchement, j'étais dépossédée de mon corps en arrivant à l'hôpital. J'ai vraiment eu cette démarche de j'arrive en clinique, j'arrive à la maternité, c'est vous les soignants, vous savez ce que vous devez faire. Moi, je contrôle plus rien de mon corps. Et cette posture-là, j'ai complètement fait un virage à 360 pour ne plus avoir cette posture-là dans mes 2 grossesses, les 2 grossesses d'après. Parce que pourquoi accoucher à la maison ? Parce que ça vient des États-Unis. Quand j'ai vécu aux États-Unis, quand j'avais 17-18 ans, après j'ai continué à voir ma famille américaine très régulièrement et une de mes sœurs américaines a accouché à la maison 2 fois et j'étais là la première fois et donc ça m'a transformée pour la vie. J'avais 25 ans, c'était il y a 11 ans aujourd'hui. Waouh, je suis en train de me rendre compte, j'enregistre l'épisode, c'était il y a 11 ans aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Ah, ça me donne des frissons. Et donc voilà, du haut de mes 25 ans, j'ai assisté à ça avec ma culture très française qui pensait que c'était complètement fou d'accoucher à la maison, que ça n'avait aucun sens, que c'était de la mise en danger. Et puis
Elle m'a planté une graine, ma sœur américaine, Nan. Je fais un épisode avec elle si ça vous intéresse d'écouter, mais c'est en anglais. Et je me suis dit, c'est beau quand même. Les 2-3 jours après la naissance, c'était beau. Et donc voilà, j'ai toujours eu ça en moi. Pour notre premier bébé, c'était trop pour mon mari. Il s'est dit non, c'est pas possible, on peut pas le faire. On est tombé sur une super gynéco à Bordeaux, donc on s'est dit on y va. Et puis bon, au final, j'en garde pas un souvenir heureux de mon premier accouchement. J'ai trouvé ça dur, j'ai trouvé ça très déstabilisant. J'ai pas aimé l'hôpital après, je me suis sentie seule, perdue dans mes repères. J'étais pas en ce sentiment de sécurité. Je vous en parle tout le temps dans le podcast pour vos enfants, pour vous. C'est très important. Il y a des gens pour qui l'accouchement à l'hôpital, c'est leur sentiment de sécurité ultime. Et je l'entends tellement. Vraiment, il n'y a aucun souci avec ça. Mais il y a des gens qui, comme pour moi, le sentiment de sécurité, il vient à la maison. Et je pense que ça fait 3 ans maintenant que j'ai accouché à la maison. J'en parle plus beaucoup, mais je pense qu'il faut que je continue d'en parler de l'accouchement à la maison. Parce qu'il y a eu un sondage fait par l'IFOP en 2021 qui a montré que 30% des femmes seraient prêtes à accoucher à la maison. 30%. Aujourd'hui, on n'est même pas 1% à pouvoir le faire. Donc, il y a un énorme gap entre ce que les femmes veulent et ce qui est possible de faire à la maison. Il y a une culture à changer autour de ça. Je sais qu'il y a beaucoup de soignants et soignantes qui m'écoutent, donc qui sont parfois hyper réfractaires à l'accouchement à la maison, et je comprends. J'ai aussi enregistré 2 épisodes avec 2 sages-femmes incroyables. La mienne, qui s'appelle Isabelle Deputier, qui est ma sage-femme, qui est l'épisode 19, je crois, et avec Floriane Stoffner, pardon si je dis pas bien ton nom de famille, Floriane, qui est une sage-femme spécialiste en accouchement à la maison, AAD on dit, et qui est surtout celle qui récolte toutes les données chaque année des accouchements à la maison et qui en fait un rapport très concret avec les taux de mortalité, les taux d'épisio, les conséquences, les transferts à l'hôpital. Bref, il y a des documents très sourcés et fiables, et qui conclut qu'il n'y a pas plus de risque d'accoucher à la maison qu'à l'hôpital, pour une raison aussi simple que les sages-femmes qui accompagnent à la maison font bien leur travail, c'est-à-dire qu'elles trient. Tout le monde ne peut pas accoucher à la maison. Toutes les grossesses ne sont pas en capacité d'aboutir à un accouchement à la maison, et c'est OK. Mais 80% des grossesses pourraient avoir lieu en accouchement à la maison. Et je vais rappeler un chiffre. 30% des femmes, à une époque, il y a très peu de temps, je dirais moins d'une dizaine d'années, aux Pays-Bas, accouchaient à la maison. Je crois que le chiffre, c'est 10% en Angleterre, 10 ou 15% en Nouvelle-Zélande. Donc c'est vraiment, je crois que c'est 3% aux États-Unis. C'est une culture. C'est quelles sont les politiques mises en place et comment on voit l'accouchement. Je sais que ça paraît impossible pour plein de femmes de dire que l'accouchement peut être sécuritaire à la maison, mais c'est le cas. Vraiment, je vous incite, si ça vous intéresse, à aller réécouter tous les épisodes que j'ai fait sur ce thème. Vous tapez accouchement à la maison dans la barre de recherche dans le site, et vous aurez tous accès à tout ce qu'il faut. Mais en tout cas, accoucher à la maison, ça restera une des choses dont je suis le plus fière. Aujourd'hui, ma fille qui a 4 ans, on en discute et je lui demande: mais toi, tu sais où t'es née? Elle dit: oui, je suis née là, dans le salon, dans une piscine, dans l'eau chaude. Elle est tellement heureuse de voir que c'était ici à la maison. Même je fais attention à comment j'en parle, parce que ma grande qui n'est pas née à la maison, parfois elle se demande pourquoi elle. Mais si je peux dire une chose que vous hésitez, essayez de vous renseigner, franchissez le pas, essayez de changer votre vision de l'accouchement. Ça prend du temps, ça demande de la lecture, ça demande de l'éducation. C'est d'ailleurs un des projets que j'ai avec ma sage-femme. J'ai envie de transmettre un peu plus ce savoir. Il y a plein de ressources aujourd'hui autour de l'accouchement à la maison. Les réseaux sociaux ont permis ça, tant mieux. Il y a toujours un risque à accoucher à la maison. Il y a toujours un risque à accoucher à l'hôpital. L'accouchement ne comporte pas de risque zéro. Mais si je peux permettre à changer les mentalités autour de ça et aider à ce que les décisionnaires aient un petit peu plus de considération pour les femmes et leurs choix, puisque c'est nos choix, notre corps, je crois que je pourrais être fière de ce que j'ai fait pour les générations à venir. Voilà, c'était une réponse assez longue, mais il y a tellement à dire sur l'accouchement à la maison, parce que ça va quand même beaucoup aider dans le lien d'attachement avec votre bébé si votre accouchement s'est bien passé. Et ça peut mal se passer à la maison, je ne dis pas le contraire. Mais la différence pour moi entre à la maison et à l'hôpital a été énorme dans la plénitude et la zénitude que j'ai ressentie après mes accouchements, même si pour ma 3e c'était très compliqué, c'était un 3e postpartum enchaîné, j'étais fatiguée, donc je l'ai plus subi.
mais pas comme j'ai subi pour mon premier accouchement à la maison, pour mon premier accouchement à l'hôpital, quand j'étais à la maison. C'est ça que je veux dire, de mon retour à la maison. Donc voilà, pour clore ce chapitre sur la question de la naissance à la maison. Deuxième question, alors celle-là, elle est revenue à peu près 15 fois. J'ai mentionné dans ma newsletter il y a quelques semaines, si vous ne l'avez pas dans vos boîtes mail, allez-y sur le site, allez vous abonner à la newsletter qui sort une fois par semaine. Je l'ai mentionné un peu en story et donc là j'ai reçu un nombre de messages par rapport à ça. J'ai été diagnostiquée TDAH, donc trouble du déficit de l'attention et impulsivité, donc TDAH/I. On peut avoir l'un, l'autre, l'hyperactivité, l'impulsivité, bref. Donc la question c'est qu'est-ce que ça change pour toi d'avoir été diagnostiqué TDAH ? Sincèrement, ça change tout. J'ai été diagnostiquée en mars dernier. Je vais dédier un épisode à ça, aux atypies, parce que j'ai été diagnostiquée de plusieurs atypies. Mais je pense que le TDAH, c'est ce qui a le plus d'impact dans ma vie, et donc c'est ce dont je veux parler. Peut-être vous avez la sensation en ce moment qu'il y a plein de femmes qui, sur les réseaux sociaux, en parlent, et vous avez l'impression que c'est un truc à la mode, tout ça. Ce qu'il faut savoir, il y a deux choses là-dessus, c'est qu'il y a 30% de la population qui est neurodivergent, donc c'est-à-dire qui n'est pas neurotypique, qui est neuroatypique, neurodivergent, c'est-à-dire que notre cerveau ne fonctionne pas tout à fait de la même manière que tout le monde. Et les femmes, nous sommes la première catégorie de personnes à être complètement sous-diagnostiquées. On ne diagnostique quasiment jamais de TDAH chez les enfants filles, ou en tout cas c'était le cas dans les années 90 quand j'ai grandi. Je pense que c'est en train un peu de changer la prise en charge, mais en France on est un peu lent par rapport à ça. Ça fait peur ce mot TDAH, la représentation qu'on en a c'est le petit garçon qui bouge dans tous les sens, qui est intenable, et on comprend pas que c'est un spectre et que c'est beaucoup plus complexe comme neurodivergence. Et donc moi en mars j'ai fait le choix de me faire tester parce que pour une raison hyper bizarre, mais parce que il y a très peu de personnes dans le monde qui ont à peu près le métier que j'ai, qui combinent journalistes, podcasteuses, qui ont une envie de transmettre, qui ont une envie de partager ce qu'elles font, qui ont cette créativité-là. Et donc, les quelques femmes que je suis aux États-Unis, qui m'inspirent beaucoup et à qui je ressemble beaucoup, on va pas se mentir, toutes ont été diagnostiquées dans les 2 dernières années avec un TDAH, ça s'appelle ADHD en anglais. Et en décembre, janvier, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Est-ce qu'il n'y a pas un truc, parce que moi j'avais vraiment cette image du TDAH où c'est le petit garçon hyperactif. J'ai pas la sensation d'être si hyperactive que ça, encore que maintenant avec le recul, ou de l'avoir été petite et que ça m'ait gênée. Et puis j'ai commencé à gratter, creuser, et je me suis dit, quand même là sur les symptômes sur les femmes, je coche beaucoup de cases. J'en ai parlé à ma psy qui m'a dit sincèrement je sais pas le TDAH, mais moi je pense que vous êtes HPI. Et donc je me suis dit ah bon. Alors, jamais de ma vie je me suis dit ça. Et elle m'a dit je pense qu'il faudrait vous faire tester. Et donc elle m'a donné le contact d'une neuropsy à Bordeaux que je suis allée voir, et donc j'ai demandé tous les tests possibles sur les atypies. C'est intense, c'est long, c'est dur. C'est dur. Ça demande 4 heures de concentration, c'est très dur. C'était en plus une période de ma vie où je dormais pas encore bien comparé à maintenant. Donc vraiment, j'étais dans le brouillard, c'était difficile. Et donc, j'ai eu les résultats en mai. Ça prend un long moment avant de pouvoir étudier correctement les résultats. Et le diagnostic est tombé. Donc, je vous parlerai des autres atypies, mais je suis TDAH. Oh, et en fait, ça a changé quoi ? C'est une longue réponse pour vous dire que ça m'a fait beaucoup pleurer. Je me suis toujours sentie différente. Toujours, depuis que je suis petite. J'ai toujours su que je n'étais pas comme les autres, que je ne fonctionnais pas comme les autres, que je réfléchissais différemment que les autres. Et ça me... Et j'ai... Et surtout, j'étais extrêmement désorganisée, désordonnée, bordélique. Et j'en avais honte. Vous pouviez parfois pas rentrer dans ma chambre. Tellement... Je pensais pas que ça me ferait monter les larmes comme ça. Tellement il y avait d'affaires par terre. Tellement... J'étais juste incapable de ranger. J'étais incapable d'être
organisée. J'ai un souvenir très fort petite de regarder Tom Tom et Nana, de lire Tom Tom et Nana et de les voir ranger leur chambre, d'avoir tout organisé nickel avec les couleurs, les stylos au bon endroit. Et j'avais cette envie profonde de le faire parce que au final, malheureusement, quand on est en plus neurodivergent, on a besoin d'ordre et de routine et de pas se sentir partir dans tous les sens. Et donc l'ordre en fait partie, sauf qu'on n'en est pas capable. Et petite, je devais avoir 7-8 ans, de me dire mais pourquoi j'y arrive pas ? Je peux pas, je n'y arrive pas et je sais pas faire. Et ça m'a posé des problèmes dans ma vie. Hein. Je me suis embrouillée avec une de mes meilleures amies. Maïté, si tu passes par là, tellement d'excuses pour toi de quand elle me prêtait des affaires que je lui rendais, c'était négligé, je m'en étais pas préoccupée parce que ça a moins d'importance pour moi que pour plein de gens parce que je m'en fiche d'être tachée, tout ça, mais parce que je sais juste pas prendre soin des choses comme il faut. Et il y a eu plein de... En ayant ce diagnostic, il y a plein de choses qui ont connecté, et notamment sur la sursollicitation émotionnelle, sur le trouble de l'anxiété, sur l'incapacité à faire des tâches administratives. Vous pouvez pas imaginer l'enfer que c'est pour moi en tant que chef d'entreprise de devoir remplir des papiers administratifs. C'est comme si, je vous explique, dans mon cerveau, je ne comprends pas ce qu'il faut faire, alors que c'est très simple, hein, je le sais. Et je sais que je suis intelligente et que j'ai les capacités, mais il y a un mur, c'est blanc, et je vois pas la suite des événements à faire pour pouvoir remplir un papier administratif avec des tâches. Ça m'a coûté beaucoup d'argent, en impôts, malheureusement. Heureusement, je suis mariée à quelqu'un qui est extrêmement organisé, qui est l'inverse de moi et qui ne comprend pas comment je fonctionne, et qui, depuis que j'ai été diagnostiquée TDAH, a beaucoup plus d'empathie envers moi. Donc ça m'a vraiment aidée parce que dans notre couple, c'était un sujet de discorde très fort, le bazar, ma désorganisation. Je le suis beaucoup moins, j'ai mis des stratégies en place et je vous dis, je en parlerai dans un autre épisode, hein, mais j'essaye juste de vous faire un petit topo sur ce que ça a changé pour moi parce que si on est 30%, ça veut dire que là, vous êtes en train d'écouter et vous vous dites peut-être que moi aussi je le suis et peut-être qu'il faut se faire diagnostiquer. Alors ça m'a coûté de l'argent de me faire diagnostiquer, ça coûte 450 € le diagnostic complet pour tous les atypies. Ce n'est pas accessible à tout le monde, j'en ai tout à fait conscience. On peut le faire à l'hôpital, malheureusement les délais sont très longs, c'est compliqué. Et là c'est beaucoup moins cher, ou je crois même que c'est remboursé par la Sécu. Mais allez creuser le sujet, il y a un épisode qui va bientôt sortir sur ce thème. Donc le TDAH, c'est handicapant au quotidien si on ne met pas en place ce qu'il faut, si on n'est pas alerte sur les symptômes. Moi, c'est par contre un cerveau qui va dans tous les sens. Ce que je disais sur les réseaux sociaux, j'ai 30, 35, 40 onglets ouverts sur mon ordinateur. C'est un enfer pour les gens qui travaillent avec moi parce que je pars dans tous les sens. Je pense à un autre truc et ça me fait penser à autre chose et je reviens et je voulais faire ça et puis après je sais plus pourquoi je suis partie faire ça et je reviens. Je veux ranger mes affaires, je commence parce que maintenant j'arrive à mieux ranger. Mais en fait, au bout de 20 minutes où j'ai commencé à le faire, j'arrive plus. Donc je laisse tout en bazar et c'est un enfer. Bref, le TDAH, je vais en parler longuement dans un épisode avec un spécialiste et moi parce que ça a un gros impact sur notre parentalité. Parce que c'est très lié à notre cycle hormonal. Et donc je pense que c'est primordial qu'on ait conscience de ça. Et partez du principe que ce n'est pas du bullshit, que c'est pas un truc à la mode, que c'est simplement qu'aujourd'hui on diagnostique mieux les choses et que on informe mieux les femmes, dont je fais partie. Vous avez vu, ça m'a émue, donc c'est que c'est important. Donc voilà, le TDAH, ça a changé énormément de choses quand je l'ai compris, et je me sens très soulagée aujourd'hui et je me sens en paix. Enfin, pas tant que ça parce que j'ai encore pleuré, mais je me sens mieux en tout cas. Ensuite, comment fais-tu pour gérer ta colère et ta frustration face à tes 3 filles ? Ouh, c'est dur. Eh ben, depuis que je dors mieux, c'est beaucoup plus facile. Il ne faut pas se mentir, la composante du manque de sommeil est un énorme déclencheur dans la colère qu'on peut ressentir, dans ce mom rage, dans cette incapacité à gérer nos émotions. Donc déjà, lâchez-vous la grappe si vous ne dormez pas ou pas bien. Vous pouvez pas faire mieux. Vous ne pouvez pas faire mieux. Donc moi, je gère beaucoup mieux depuis que je sais aussi que j'ai un TDAH parce que parfois je me sens très très oppressée par les émotions de mes filles et leurs demandes. Et je fais une chose qui a changé ma vie, c'est que je mets soit un casque anti-bruit, soit des comment on appelle ça ? J'ai le mot en anglais, earplug.
des boules caisses, pardon, spécialisées pour la parentalité. Je vous mettrai le lien de ce que j'ai acheté. C'est beaucoup plus pratique qu'un casque, c'est plus discret. Et en fait, ça diminue le bruit et donc ça diminue ma sursollicitation, ça excite moins mon système nerveux et j'ai moins de colère en fait. Mais la seule chose que je fais toujours, c'est que je m'excuse derrière. Ce n'est pas mes enfants qui doivent porter la responsabilité de mes émotions. Peu importe leur attitude, peu importe ce qu'ils ont fait, ça change pas que je peux les discipliner derrière et leur expliquer ce qui est ok ou pas ok. Mais moi, en tout cas, mes explosions de colère ne sont pas leur responsabilité, sont la mienne. Et donc, si vous êtes comme moi, testez le casque anti-bruit au début et ensuite investissez dans ces boules caisses exprès pour faire diminuer le bruit, mais toujours entendre ce qui se passe autour de vous. Voilà. Quelles sont les difficultés auxquelles tu ne t'attendais pas en ayant 3 enfants ? Très très bonne question. Les demandes constantes émotionnelles. Je crois que je suis une très bonne mère de 1 enfant. Et vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de parents qui parlent de leur parentalité respectueuse, bienveillante, qui ont un enfant et qui ne veulent pas plus d'enfants, et j'en entends tout à fait. Mais je pense qu'on peut être un parent quasi parfait, on va dire, avec 1 enfant. Je pense qu'avec 2 enfants, je gérais, mais encore avec des difficultés. Avec 3 enfants, j'ai été vraiment poussée dans mes retranchements. Encore plus quand j'ai été mère célibataire pendant quasiment 9-10 mois. Où là, j'ai pété les plombs, j'ai lâché l'affaire et j'étais absolument pas une mère digne de ce nom, même si j'ai fait comme j'ai pu avec mes circonstances. Donc... mes difficultés, ça a vraiment été d'arriver à gérer 3 êtres humains qui sont complètement différentes, qui ont chacune leur caractère, qui ont besoin de moi dans des formes différentes. Mais si je dirais qu'il y a un truc auquel je ne m'attendais pas avec 3 enfants, mais bon, avec 1 ou 2 ou 3, c'est le manque de sommeil. Je suis une mère tellement différente quand j'ai dormi. Et vraiment, quand j'ai dormi et que j'ai 3 enfants, j'y arrive plutôt bien. Mais quand j'ai pas dormi, non. C'est difficile. Après, j'avais quand même envie d'avoir une grande fratrie, donc 3 enfants, ça me gêne pas. Je suis très contente d'avoir 3 filles. C'est plus être à la hauteur pour les 3, c'est dur. Et voilà, ce sentiment de culpabilité, on l'a toujours en tant que mère, donc il est présent de temps en temps chez moi, ce que je n'avais pas avec une seule enfant. J'avais pas de culpabilité. Mais en fait, j'étais dispo, j'étais là. Surtout quand j'ai arrêté de travailler à Paris et que j'étais très présente, j'avais pas cette sensation de culpabilité qui est arrivée avec plusieurs enfants. Voilà. Comment gères-tu le coucher avec 3 enfants et est-ce que vos filles préfèrent un des parents ? Oui, malheureusement. Alors c'est de mieux en mieux, mais malheureusement je suis le parent par défaut et c'est très compliqué à vivre pour mon mari et pour moi aussi, hein, et c'est très chiant, on va pas se mentir. Mais comment on fait ? Parce qu'on a 3 enfants qui n'ont pas le même âge, on a nos 2 petites dans la même chambre et notre grande dans une chambre, donc il y en a une qui se met... notre grande est dans sa chambre et les 2 autres dans leur chambre, et donc on sépare en 2, un soir sur 2. On essaye le plus possible d'alterner de manière équitable. Parfois on est en déplacement, donc ça change. Mon mari n'a jamais de problème à coucher les filles, ça va plutôt vite, même si elles essayent, mais de moins en moins, de revenir vers moi si je suis avec la grande, parce qu'elles veulent moi, machin. Mais franchement, ces dernières semaines, c'est devenu facile. On va pas se mentir, ma dernière, elle a bientôt 3 ans. Hein. N'oubliez jamais cette composante-là, ça change beaucoup de choses. Et quand c'est moi qui couche les 2 petites, c'est plus compliqué avec ma dernière qui a fait une sieste, donc c'est plus long. Et elle profite à fond de moi. Donc voilà. J'arrive maintenant à me raisonner en me disant, écoute, ça va pas durer toute la vie, tu regretteras ces moments, donc profite. J'arrive vraiment à me positionner avec cet état d'esprit-là, ce qui n'était pas le cas avant. Et du coup, c'est plus serein, c'est plus tranquille. À 20h30, on va dire, max. Allez, parfois 21h, tout le monde dort. 20h même, hein. 19h45, 20h pour celles qui sont à l'école. Donc c'est de plus en plus facile de coucher et les nuits sont quasiment tout le temps faciles, enfin dorment, les filles dorment. Allez, de temps en temps elles se réveillent, elles viennent dans notre lit, on s'en rend même plus compte. Mais franchement, c'est comme ça le sommeil maintenant. Je pense aussi que je ferai un épisode là-dessus si ça vous intéresse. Avez-vous des tensions de fratrie, de sœurie, on dit Adelphi je crois, à gérer au quotidien ? Oui. Tout à fait, comme tout parent, je pense que c'est impossible de ne pas avoir de tension, c'est plutôt la manière dont on les gère. Et je vais faire du teasing. Nous sommes en novembre 2024. En février 2025, nous allons organiser le premier événement live de la matrescence à Bordeaux. Les places seront en vente d'abord sur Patreon et ensuite sur le site, mais
ce sera un thème central, la fratrie, comment on gère les tensions au sein du foyer et comment on fait. Ce sera un événement en physique où on enregistrera un épisode, donc j'ai trop hâte de vous le présenter, on est en train de tout organiser. Ça sera à Bordeaux, un vendredi soir, pour que si vous avez envie de venir, que vous n'invitez pas à Bordeaux, vous puissiez passer un week-end à Bordeaux. Et je pense que ça va aider beaucoup de monde. Voilà, petit teasing pour moi. Recommandations pour occuper les enfants en hiver, les longs week-ends où il fait froid. Alors pour moi, je différencie beaucoup où il fait froid et où il pleut. Malheureusement, à Bordeaux, il pleut souvent. Mais quand il fait froid, habillez-les, sortez en fait. Moi, je sors tout le temps. J'ai vécu à Minneapolis, dans le Minnesota, il fait moins 40 l'hiver. Ben, on sort. On sort, on peut pas rester à la maison, on peut pas hiberner de cette manière-là. Il y a un moment, on sort un peu. On est ultra couvert, mais on sort. Et encore une fois, je parle du froid sec qui est facile à gérer. Les gens dans les pays scandinaves sortent. Aux Pays-Bas, où il fait humide et froid, ils sortent. Donc quand il pleut à verse, comme il peut pleuvoir à Bordeaux, c'est très dur, on est d'accord. Mais les combinaisons entières contre la pluie, les bottes, franchement, faites-le, sortez. Nous, on fait beaucoup de pâtisserie. On fait beaucoup de puzzles, on fait beaucoup de dessins, mais j'ai des filles, c'est très genré ce que je vais dire, mais je sais que le coloriage s'appelait moins aux garçons, malheureusement. Mais je les fais sortir au moins une fois par jour, sinon moi je pète les plombs et elles aussi. Donc tout le monde a besoin d'être dehors, nous sommes des êtres vivants qui n'avons pas été conçus pour être enfermés H24. Nos enfants passent beaucoup trop de temps dedans, donc si j'ai un truc pour occuper vos week-ends, sortez. Et je vais vous-même vous conseiller une dernière chose. J'ai une de mes meilleures amies, Pauline, que j'avais interviewée dans ce podcast parce qu'elle s'occupe des bébés en pouponnière. Elle a organisé depuis 3 ans maintenant un week-end par mois. Le premier week-end par mois, on a un groupe WhatsApp avec toutes des copines et de plein de groupes différents où on part en nature pendant toute une matinée avec nos enfants et interdiction d'aller à un endroit où il y a des jeux avec toboggan, balançoire. On va dans la nature et donc on cherche en Gironde tout le temps et donc là ça va être ce dimanche. Donc organiser ce genre d'expédition avec d'autres parents, parce que nous les parents c'est kiffant, on est ensemble, nos enfants ils gambadent partout, on les voit même plus, ils font leur cabane, ils se gèrent, ils vont dehors, ils sont crevés après et on passe un bon week-end et on a au moins fait quelque chose. Donc vraiment je vous encourage à créer, ça s'appelle Groupe Nature, sortie en nature, et c'est trop cool. Si jamais vous avez envie de nous rejoindre à Bordeaux, on peut essayer de créer ça aussi. Alors, est-ce que tu rempiles pour un 4e enfant pour tenter ta chance et avoir un garçon? Pas du tout. Jamais. J'ai 36 ans, lâchez-moi les ovaires, je suis bien, je suis très épanouie, ma fille va avoir 3 ans la dernière, je trouve ça juste incroyable, donc non, il n'y aura pas de 4e et on a tout fait en sorte pour que ce soit le cas. Est-ce que tu penses continuer longtemps ton podcast et est-ce que tu penses arriver un jour au bout de cette aventure? Je crois pas. J'ai pas envie. Je pense le continuer hyper longtemps. C'est la première année 2024 où je l'ai fait de A à Z, mon podcast. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant une année sans m'arrêter, sans dépression, sans donc arrêt maladie, sans postpartum, sans congé maternité, sans grossesse. Depuis 2019 où je l'ai lancé, c'est la première année où je peux faire ça. Donc j'ai l'impression en fait d'être à l'année 1 de mon podcast quelque part. Donc non, au moins les 10 prochaines années, croyez-moi, je suis là, je reste avec vous, donc passez le mot autour de vous. Est-ce que j'ai d'autres projets que les retraites pour mon podcast? Oui, tout à fait. J'ai d'autres projets, j'ai envie de lancer des formations qui vont arriver, mais j'ai mis du temps à le faire, mais ça, vous voyez, le TDAH, ça m'a pas du tout aidé. Ça va arriver là, c'est en finalisation. J'ai envie d'organiser des événements live, comme je vous ai dit. J'ai envie de faire plus de rencontres en physique, en fait, parce que ça me manque vraiment. Donc, il y a plein de choses qui arrivent pour 2025, ça va être trop chouette. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Et je m'imaginais faire quoi après le podcast? Ah non, en fait, je m'imagine rien d'autre. Je continue là-dedans. Je ne m'ennuie pas du tout. Je reste journaliste dans l'âme, donc je peux tout à fait m'épanouir dans ce que je fais et créer autre chose. Surtout, j'ai la volonté de vous accompagner en tant que parent, de vraiment du postpartum jusqu'à l'adolescence, et je fais plus de sujets sur des tranches d'âge différentes, et ça me va très bien.
Et je vais continuer ainsi. Voilà. Merci pour toutes vos questions qui sont hyper pertinentes, agréables. J'ai fait une sélection courte, mais où je suis allée un peu plus loin dans ce que j'ai à raconter. Il y aura d'autres épisodes solo, donc j'irai un peu plus en profondeur sur certains thèmes, vous l'avez compris. N'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr pour trouver des épisodes, pour nous suggérer des épisodes aussi, pour vous abonner à la newsletter. En tout cas, un grand merci d'être aussi fidèle à ce podcast, parce que je vais quand même le signaler et me faire un petit peu de... me féliciter. La matrescence cette année a eu le plaisir d'avoir un épisode qui a été le 4e épisode le plus partagé en France sur Apple Podcast, qui est l'épisode avec Anna Roy, l'épisode 162 sur le baby clash, comment s'en sortir sans s'étriper. Donc ça veut bien dire quelque chose, c'est que vous êtes incroyables. C'est-à-dire que vous faites voyager ce podcast partout et ça me fait chaud au cœur. Donc merci. Prenez soin de vous, vraiment. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.